Quelle est la première question ou la première époque? Né en 1928, Oui, origine oui. parisienne, À Paris. à Paris. À Paris, dans le quartier des Batignolles, c'est-à-dire dans un de ces quartiers enfin, populaires où on sentait encore éventuellement mes parents habitaient une chambre et une toute petite cuisine sur le, qui donnait sur la deuxième cour. Donc sur le devant, il y avait des appartements qui étaient de petite bourgeoisie. Et puis l'arrière, c'était plus populaire. Et c'était évidemment un temps où les logements à Paris étaient, après la guerre de 14, étaient rares. Et vos parents étaient originaires de Paris déjà? Non, pas du tout. Mon père était savoyard. Il est originaire de la région d'Annecy et sa famille est originaire d'un hameau qui s'appelle Belleville d'ailleurs, à côté de Chavannes, à côté d'Annecy. Et c'est là, mon grand-père avait une ferme, enfin des terres, une exploitation agricole, une petite exploitation agricole dans un pays de collines. Et il avait aussi un moulin à eau sur le torrent. Et donc il faisait le meunier pour le blé et aussi pour l'huile de noix qui était la manière de la matière grasse de la région, enfin une matière grasse très utilisée dans la région. Mon grand-père est né en 1845, donc il est né sarde, et c'est son père à lui, puisque en 61 il n'avait évidemment pas l'âge de voter, c'est son père à lui qui a voté oui au moment du référendum en Savoie. Oui et zone, c'est-à-dire la franchise avec la Suisse. Ils sont restés en Savoie. Ils sont restés tout le temps en Savoie et j'ai pas approfondi, enfin ils sont enterrés là de façon extrêmement simple. J'ai pas approfondi, mais apparemment, puisque le hameau porte leur nom, ou eux portent le nom du hameau, c'est comme on veut, ils sont là depuis longtemps. Enfin, ils étaient là depuis longtemps. Et tout a disparu, c'est-à-dire que il avait 10 enfants, dont 7 garçons, et donc ils ont organisé. Ils ne pouvaient pas tous rester sur cette petite exploitation. Et il y en avait un qui devait prendre la ferme et l'autre le moulin, et c'est ces deux-là qui ont disparu entre 14 et 18. Donc il n'y a pas eu de successeur, ni au moulin, ni à la ferme, et finalement il y a eu un incendie, enfin bon, la ferme a brûlé, elle a été revendue par l'oncle qui en était devenu propriétaire, qui était marchand de chaussures, elle a été revendue au facteur du village, ce qui était très bien d'ailleurs, enfin, c'était une bonne, vendue sans doute très bon marché vers 1947-48 au facteur du village. Vos parents sont venus habiter à Paris? Alors mon père est venu habiter à Paris après la guerre. Il a été un moment instituteur dans une école religieuse à Turin. Donc les Savoyards avaient gardé des relations avec le Piémont. Et il a donc été appelé, il a été mobilisé entre 14 et 18. Et il n'est pas retourné ni à Turin, ni en Savoie. Il est devenu comptable au Crédit National ou quelque chose comme ça, enfin à Paris. Et bon. Pour travailler quand il est venu à Paris? Oui, c'est pour travailler, oui, absolument. C'est pour travailler. Et ma mère, elle, était venue à Paris en 1910, je pense. Donc mon père était de 79, donc il était déjà âgé, même en 14, enfin, il était plus en première ligne. Alors, ma mère est creusoise, elle vient de la Creuse, et son père à elle était mineur de charbon, dans une petite exploitation minière qui s'appelle Lavavé-les-Mines. Il venait d'un autre coin minier qui est dans l'Allier, qui est vers Saint-Éloi-les-Mines.
il est né là et je pense qu'il s'est déplacé, ça fait émigrer, c'est un grand mot parce que ça fait 100 km, 120 peut-être. Mais il s'est déplacé donc d'un petit bassin minier à un autre, certainement au moment où celui de la Vavée s'est créé, où il y a eu de l'embauche et où je pense que les jeunes gens avaient envie de voir du pays. Enfin, bon. Et il s'est marié là. Il était boiseur, c'est-à-dire qu'il s'occupait de l'organisation des galeries. Oui, le boiseur, c'est celui qui mettait les poteaux, les planches, enfin, etc., de façon à ce que les galeries ne s'effondrent pas sur la tête des mineurs. Donc le boiseur suivait les mineurs au fur et à mesure qu'ils progressaient. Et il réparait aussi quand il y avait des accidents. Enfin, c'est bon. Ma mère racontait qu'on l'appelait quelquefois en pleine nuit parce qu'il y avait quelque chose qui risquait de s'effondrer ou quelque chose qui craquait dans un toit. Hein, donc c'était ça. Et là, il y avait 11 enfants. Ouais. Et qui, une bonne partie, ont été à la mine, les garçons, et les filles ont épousé des mineurs. Et puis, tout ce monde-là est monté à Paris. Alors, ma grand-mère est morte quand ma mère était relativement jeune, et ma mère et sa sœur, ma mère était la dernière, donc elle avait 20 ans d'écart. Oui, la cadette, elle est née en 1891, et elle avait donc 20 ans d'écart avec sa sœur aînée. Et elle avait des neveux qui étaient presque aussi âgés qu'elle, qui avaient 3-4 ans, même pas 3 ans, 4 ans de moins qu'elle, oui. Donc, quand sa mère est morte, elle et celle qui venait juste avant, qui avait 1 an et demi de plus qu'elle, qui était ma marraine, qui est devenue par la suite, ont été à Paris. Et elles ont été placées dans une famille bourgeoise de la Creuse qui vivait à Paris, mais qui avait des domaines en Creuse, enfin, etc. Donc elles ont été employées de maison je pense, 1910 à la fin de la guerre, à Paris. Et après, elle a travaillé comme dans une chemiserie de luxe qui s'appelait Sulca, et où elle faisait de la couture, enfin des chemises main à l'époque, enfin, etc. Voilà. J'ai grandi à Paris, dans ce quartier, qui était vraiment, qui est un quartier, quand je pense au poème d'Apollinaire, sur les rues de Londres, comment dirais-je, une tranchée de la mer Rouge, enfin, entre les maisons, nous suivions entre les maisons, lui, qui était comme les murs de la mer Rouge. Enfin, c'était vraiment un quartier aux rues étroites, dont le seul débouché était un petit jardin public qui donnait au-dessus des rails de la gare Saint-Lazare vers le pont Cardinet, le square Cardinet, et qui était à une dizaine de minutes à pied. J'ai été à l'école là pendant 2 ans, et puis alors, mon frère est né 5 ans et demi après moi, et alors en 1929, en octobre 29. Et alors là, vraiment, c'était plus vivable. Enfin, bon, et on a été habité donc à Bagneux, c'est-à-dire dans la banlieue sud, dans quelque chose de tout à fait intéressant, qui était enfin, ça faisait partie des premiers HLM, mais c'était des HLM privés. Et ça a été bâti par des architectes qui s'appelaient Baudouin et Lotz, et c'était entièrement préfabriqué. Donc, quelque chose de tout à fait original pour l'époque, des bâtiments préfabriqués. Avec des matériaux, les premiers en France. Ensuite, ils ont fait ça à Drancy, et ils ont fait faillite. Et c'est resté en plan, ça n'a jamais été habité, et ça n'a été habité qu'en 1943, habité, c'est une façon de parler, quand on y a entassé les Juifs avant de les envoyer en camp de concentration.
Tandis que Bagneux était face. C'était une cité ouvrière, enfin ouvrière. Pour y entrer, il fallait quand même avoir des revenus. Les gens étaient sélectionnés. Enfin, des revenus, un salaire. Bon. Et il y avait des administrations, il y avait des flics, il y avait des gens de la SNCF, donc qui avaient réservé, enfin, ces administrations avaient réservé. C'était pas la SNCF d'ailleurs. Ah si, c'était l'Ouest État, oui. C'était la seule compagnie qui était nationalisée parce qu'elle avait fait faillite, je sais pas quand, en 1920 ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'était très strict. Les logements étaient de 3 ou 4 pièces. On ne parlait pas encore, enfin, disons, après on appelait ça F2 ou F3 ou F4. Et si on avait, comme nous, 2 enfants, on pouvait avoir un F3. 2 enfants, 2 garçons, on pouvait avoir un F3, parce qu'on avait le droit de mettre les 2 garçons dans la même chambre. Et si on avait un garçon et une fille, ou une fille et un garçon, il fallait prendre une chambre de plus. C'était vraiment... bon, il y avait même des F5, mais ils ont été... ils avaient été mis au rez-de-chaussée pour que les familles nombreuses soient plus près de l'environnement, de l'herbe, enfin, etc. Mais ils étaient trop chers pour les gens, donc il n'y avait pas d'allocation logement. Et ils n'ont pas été très habités, et ensuite ils les ont coupés pour en faire des 2 pièces, alors pour célibataires ou pour ménages sans enfants. Ce qui n'était pas prévu au départ. Oui. Il n'y a pas de crise de logement à ce moment-là. Bah si, c'était en pleine crise de logement, et c'était vraiment le début des constructions. Si, il y avait une grosse crise du logement, puisque entre 14 et 18, on a, pour favoriser, pour permettre aux gens mobilisés de ne pas perdre leur logement, parce que leur famille n'avait plus de ressources ou des ressources diminuées, on avait fait un moratoire. Donc les loyers n'ont pas augmenté. Et après la guerre, ils n'ont pas augmenté non plus. Enfin, les loyers sont restés bloqués. Donc plus personne ne construisait. Les gens qui avaient avant placé leur argent éventuellement en construisant pour louer, ont cessé de le faire pratiquement entre 20 et 30. Donc il y a eu vraiment une grosse... et seules quelques municipalités, dans la région parisienne, il y avait Suresnes, il y avait Saint-Cloud, ont commencé à bâtir des HLM. Alors, contemporain du nôtre, en gros, mais le nôtre avait cette particularité qu'il était entièrement préfabriqué. Alors, quand on était môme, on jouait dans les tas on appelait ça les éléments, qui restaient, qui n'avaient pas été utilisés, qui étaient dans un terrain vague, au milieu de la cité. Ils faisaient de très belles pyramides. C'était vraiment les marches des escaliers étaient là, elles étaient prêtes, enfin, etc. Bon, C'était à l'école. alors, on a bâti une école dans le coin. Je ne sais pas par quel miracle elle a été bâtie en même temps que la cité, parce qu'il n'y avait rien, c'était des terrains. La première année qu'on était là, ils ont encore récolté le blé à 30 mètres de notre bâtiment. Après, ça a été fini. Mais il y a eu, enfin, c'était vraiment des terrains. C'est un pays de maraîchers. La terre avait été rendue très cultivable, et il y avait beaucoup de maraîchers. Donc il y avait un village qui était à 1,5 km, et puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait la route nationale 20 qui était aussi bâtie. Il y avait une usine ou deux, une tannerie en particulier, et puis le reste. Bon, alors ils ont bâti l'école en même temps que la cité. Bon, et on a donc été dans une école neuve qui était l'école primaire, donc qui allait de 6 ans au certificat d'études, 11-12 ans. Et puis ensuite ils y ont ajouté, au fur et à mesure il y a eu un cours complémentaire, un cours supérieur, puis un cours complémentaire.
Ce qui fait qu'on allait jusqu'au brevet élémentaire sans quitter cette école. Ah non, ça pouvait faire 16 ans quand même. 16 ans. Oui, moi, enfin, on était en état de passer le brevet élémentaire à 16 ans. Alors, comme le brevet élémentaire et le concours de l'école normale, éventuellement. Alors, là-dedans, il y avait la particularité, c'est qu'on avait au milieu de tout ça, il y avait 2 rues qui étaient d'ailleurs des propriétés privées, c'était assez étrange. Je ne me rappelle plus, enfin, je ne m'intéressais pas aux choses juridiques, donc je connais pas leur statut, qui étaient entièrement peuplés d'Arméniens. Alors les migrants que j'ai connus en classe, c'était des Arméniens. Il y en avait toujours 2-3 par classe, 3-4. Ils étaient bon, ils ont prospéré sur place, pour certains. Il y a eu le maire, à un moment donné, plus tard, dans les années 60, était arménien. C'était sans doute un de mes camarades de classe et un Arménien du Parti communiste. Jusqu'au brevet. Alors ça a tombé, le brevet est tombé en 40, donc jusque-là. Jusqu'à la guerre. Oui. Ah ben je suis resté après. Enfin. Comment ça s'est passé au moment de la déclaration de guerre? C'était à partir de 33, Oui, je pense que personnellement, j'ai grandi dans l'attente de la guerre. Dès 33 peut-être pas dès 33, parce qu'on ne se rendait pas tout à fait compte, on n'était quand même pas très bien renseignés, mais vraiment depuis la réoccupation de la Rhénanie. Quand Hitler a envoyé ses troupes en Rhénanie et ses troupes, quelques éléments de troupes, parce qu'il n'en avait pas beaucoup, et qu'on l'a laissé faire, on a senti que c'était vraiment la chose inévitable. Et ça semblait tout net. Enfin, on en parlait entre nous, entre mômes, et c'était, aller faire la guerre, ça faisait partie c'était comme se marier, c'était comme, aller au service militaire, ça faisait partie c'était notre destin, c'était... Non, c'était... Oui, c'est ça, oui, c'est une espèce de corvée une fois par génération, enfin, c'est... 39, on a attendu à plusieurs, donc il y a eu 38 et toutes les histoires, donc l'Autriche d'abord, puis Munich, puis en mars 39, l'occupation définitive de la Tchécoslovaquie. Donc à chaque coup, on croyait que ça allait péter. Et donc c'était vraiment, à un moment donné, on dit, ça y est. Mais il y avait vraiment 2-3 ans que c'était attendu. Oui. Oui. Et puis donc le concours de l'école, Pétain a supprimé l'école normale, qui était, paraît-il, un foyer d'infection pour la France. Donc, en 40. Après, après l'armistice. Donc, on n'a pas passé le concours de l'école normale. On aurait dû le passer en juin 40, mais bon, tout ça a été supprimé parce que tout le monde était sur les routes et foutait le camp. Bon, mais après, l'école normale a été supprimée par Pétain. Donc, il n'y a pas eu de concours. Donc, je suis rentré, j'ai passé quelques mois entre, mettons, octobre 40 et avril 41, à apprendre la comptabilité dans un lycée, dans un collège parisien où ils avaient ouvert un cours de compta. Et j'ai trouvé du boulot en octobre 41, en avril 41, pardon, à 17 ans, à la Caisse des dépôts et consignations, où j'ai passé une partie de mon temps
j'avais passé quelques mois, entre autres, à faire des multiplications par 5. Parce qu'on avait décidé qu'une certaine retraite ouvrière et paysanne devait être réévaluée en fonction des dévaluations. Et il fallait prendre les titres de retraite et multiplier le chiffre qu'il y avait dessus par 5. Et si, c'est vrai. Et À 40-41, et puis bon, ben, les conditions de vie, les conditions de vie qui n'étaient pas bonnes. c'était à Bagneux. Oui, oui, on était toujours à Bagneux. On a eu un jardin quelque part dans les terrains vagues qui ont été aménagés en jardin. Mon père a travaillé dans le jardin. On l'a aidé un peu. Bon, enfin, c'était pas. On a vécu, quoi, on a vécu, mais Vous avez eu des informations sur ce qui se passe au niveau de Paris, sur l'évolution de la situation. on allait, on écoutait Londres quand on pouvait. On était de temps en temps. Enfin, Bagneux est situé de telle façon que, en partie, par exemple, quand les Anglais ont attaqué Billancourt, les usines Renault, on voyait très bien. Oui, on voyait les incendies, quoi. On voyait assez bien. Ça se voyait de chez nous. Enfin, donc, pour le reste, j'ai été 2 fois, en 42 ou en 43, j'étais en vacances. 15 jours, enfin si on peut appeler ça des vacances, enfin, c'était des vacances, comme pour encadrer une colonie de vacances de gosses de Bagneux. Je ne sais pas pourquoi les curés de Bagneux, si je crois que ça devait appartenir à un maraîcher qui l'avait donné à la paroisse. Donc ou qu'il avait donné ou qu'il le prêtait à la paroisse. Et ils avaient installé une colonie de vacances très rudimentaire, enfin, du côté d'Avallon et de Vézelay. Alors, s'occuper d'une colonie de vacances, ça consistait entre autres à aller chercher des vivres. C'était pas seulement faire jouer les mômes. Enfin, il fallait aussi les nourrir et aller chercher. Or, enfin, c'était pas impossible puisqu'il y avait un jeu relationnel avec les paysans, mais enfin, ça signifiait quand même aller chercher les patates avec une charrette à bras, enfin, etc., dans un rayon de 4-5 km, donc de s'entendre avec les bouchers, enfin bon, ça se passait bien d'ailleurs. Ça se passait bien, mais c'était ça aussi la colonie. Et le train, j'ai rejoint, où je suis parti, enfin, une fois j'ai rejoint, une fois je suis parti, parce que la colonie durait 1 mois et moi j'avais 15 jours. Donc on descendait du train qui arrivait vers un peu à minuit dans une petite gare, et c'était le couvre-feu, donc il y avait 15 km à faire à pied pour rejoindre la colonie. Il n'y avait pas beaucoup de risques que des patrouilles allemandes passent par là, mais enfin bon, c'était théoriquement interdit. Les rapports avec les Allemands, au niveau quotidien, ça se passait. On les voyait vraiment très peu. Après, j'ai travaillé à Paris, donc du côté de l'école militaire était occupée, donc tous les jours, en sortant du métro Cambronne, je passais pas loin de l'école militaire et on voyait des sentinelles, enfin, etc. Mais si, comme on ne vivait pas, on vivait peu dans le centre de Paris, on avait face à on les voyait pas tellement. Il y avait une grosse pression quotidienne De, de la part des Allemands. non, pas sur des zones d'habitation comme celle où on était. Non, la pression, c'était la pression économique, mais directement, directement, non. Je ne peux pas dire que on voyait les Allemands dans le métro. Enfin, pas des masses quand même. Enfin, il y avait quand même autre chose à faire qu'à se balader dans Paris. Enfin, non, c'était pas.
La présence à Paris était, elle était nécessaire à leur communication et tout ce qu'on veut, mais c'était pas les côtes de la Manche ou c'était pas les régions où il y avait une armée en permanence. Enfin. Est-ce que la situation évoluait au fil des années? Ah bah oui, la capitulation de Stalingrad, ça a quand même marqué profondément le tournant. Alors après, il y a eu un autre type de pression qui était l'appel pour le STO, pour le service du travail obligatoire. Bon, Ça, c'était quoi? Pour les jeunes? c'était non pour les jeunes. Théoriquement, il fallait, on était requis pour aller travailler en Allemagne. Alors j'avais préparé, je n'ai pas été, enfin, peut-être pour des raisons médicales. J'ai passé la visite médicale et j'avais prévu justement de retourner dans la Nièvre au maquis si j'étais appelé. Et finalement, je n'ai pas été. Et donc, comment s'est passée la libération? La libération de Paris est passée par là, c'est-à-dire que on faisait un peu à la fin, on faisait un peu d'auto-résistance. On était près de la Nationale 20, qui est quand même une artère importante, c'est Paris-Toulouse, et on allait semer des clous à 3 têtes sur la Nationale 20, vers Antony, par là, bon, etc. Alors, on s'était procuré des clous. Il y avait des gens qui fabriquaient ça. Et ça, c'était... Voilà, ça, c'était plutôt, enfin, c'était en 44. En 44, la situation était dure à la fois parce que les attaques aériennes des Alliés étaient de plus en plus nombreuses, relativement puissantes. Sur Paris? Sur Paris, oui, il y a eu sur Paris, il y a eu une grosse attaque sur la sortie des gares de l'Est et du Nord. Donc une gare de triage, enfin, le secteur de la Chapelle, qui était déjà dans Paris une gare de triage. Il y a eu des attaques, j'ai participé, on était dans la Croix-Rouge, et puis j'ai été une fois ou l'autre, entre autres, ils ont attaqué la gare de Massy-Palaiseau, qui était aussi un triage contournant Paris, et il y a eu quand même pas mal de victimes, et on a été en pleine nuit ramasser les morts, enfin, et les blessés, parce que c'était pas loin de chez nous. Bon, etc., etc. Non, c'était... Mais ça, c'est vraiment avant le débarquement et immédiatement après. Et puis, ben, il y a eu donc la bataille de Paris, c'est-à-dire qu'on a rejoint quelques barricades, on attendait qu'il y ait des armes, il n'y en avait pas. Vous étiez avec qui? Comme ça. On était affilié à une équipe FFI, mais enfin, c'était pas très. Ça n'a pas été très bien, très organisé. Donc, on avait un brassard, et puis bon, sont arrivés on nous a dit, il y a des troupes françaises qui arrivent. On est sortis du côté de chez nous, donc c'était... puisque les premiers chars sont arrivés par Châtillon, c'est-à-dire juste au-dessus. La première colonne de la division Leclerc. Et bon, ensuite les choses sont connues. Et dans la semaine qui a suivi, on a appris qu'il se formait un bataillon de volontaires. Et on, c'est-à-dire moi avec les 2-3 camarades, on s'est engagé pour la durée de la guerre, en août 1944. Et puis on est resté à Paris. Alors le curieux de la chose, c'est que je n'ai pas fréquenté de grandes écoles, mais j'ai cantonné au lycée Georges de Sailly.
parce que là, c'est curieux, ce bataillon avait été composé d'abord de gens du gens du 16e. Donc c'était un bataillon très chic. Et bon, nous, on est arrivé un peu après, on a complété, mais il y avait quand même, sur les 4-5 compagnies, il y en avait vraiment 2 ou 3, 2 au moins. La troisième à moitié qui était très huppée. C'est d'avoir été inquiet de savoir que vous êtes engagé. Oui, certainement. Ah bah si, on l'a dit, mais enfin, on est revenu, puis c'est bon. Et puis, on est parti. Enfin, on est parti, non, on est resté là tout le mois de septembre. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Enfin, il y avait des conflits à l'époque entre le gouvernement et les gens du PC. On hésitait à envoyer de nouvelles troupes vers l'Est parce qu'on ne voulait pas grossir, on ne voulait pas trop armer les FTP. Et d'autre part, les FTP et les communistes étaient inquiets de voir qu'on envoie trop de troupes à de l'autre. Enfin, il y avait un mélange assez curieux dont je ne peux pas rendre compte parce que je n'avais que des informations très, comment dirais-je, des bruits qui courent. Mais bon. Alors, les gens qui... Alors, on faisait l'exercice avec des vieux fusils russes, mais simplement pour avoir un fusil, enfin, qui est sans doute incapable de tirer quoi que ce soit, mais qui permettait de... bon. Alors on allait au bois de Boulogne, parce que c'était pas loin, et on rampait au bois de Boulogne, etc. Et alors, les gens nous regardaient, parce qu'il y avait quand même des gens qui se promenaient dans le bois, c'est assez curieux. Et puis un beau soir, on nous a dit on va faire un exercice de nuit. Alors, bon, et au dernier moment, on nous a dit enlevez tout, prenez toutes vos affaires, etc. Il y avait des camions qui nous attendaient dans la rue, enfin dans la avenue de Chaillot, etc., dans le coin. Et on est monté dans les camions et on est parti vers l'Est. On est arrivé à Gray en Haute-Saône. Au matin. Alors les camions les plus divers, il y avait tout. Ils avaient loué, les gens qui organisaient ça avaient loué chacun 2 camions. Donc il y avait des trucs avec, enfin vraiment un truc complètement hétéroclite. On est arrivé à Gray, on a descendu des camions, on nous a dit voilà, ça ne pouvait plus durer. On est donc parti. Ceux qui veulent revenir, ben, ils peuvent repartir avec les camions. Nous, on va passer, on va rentrer dans la zone des armées, la frontière était à Gray. Alors le Delattre est arrivé, il nous a passé en revue. Et il a répété ça, il dit moi je vous prends, je prends ceux qui veulent, enfin, etc. Alors on a déchiré nos engagements, donc on a déserté, en quelque sorte, et on s'est réengagé de l'autre côté de la rivière. Avec Delattre. Et c'est devenu... alors on a été dans un camp du Jura, du Doubs, qui s'appelle le Val d'Aon, qui est un endroit, pas du genre du camp de Châlons, mais dans un lieu plus froid. Et on y a passé 1 mois et demi, oui, pratiquement octobre, de fin septembre au 11 novembre, avec un entraînement intensif. Avec les gens Et puis on a été engagé. Donc à ce moment-là, il y a eu le 11 novembre, il y a eu un grand rassemblement de troupes au Val d'Aon, parce que Churchill et De Gaulle sont venus passer une revue. En 1944. En 1944. Et ça a permis, le front, enfin Metz était à peine libéré à l'époque, le front passait, les Allemands s'étaient ressaisis là, sur la Moselle, donc le front passait pas loin de Nancy, de l'autre côté,
descendait dans les Vosges vers la vallée. C'est à ce moment-là que Saint-Dié a été détruit, en partie tout au moins, et coupait de la vallée du Doubs entre Besançon et Montbéliard. Et il y a eu des combats assez violents dans les Vosges, dans la vallée de la Moselle, dans la haute vallée de la Moselle et dans la vallée de la Moselle, vers le Tillot, etc. Et les blindés français étaient là. Alors, l'astuce a consisté à faire du bruit autour de l'avenue de Gaulle et de Churchill et à faire descendre les blindés pour défiler. Et ils ne sont pas remontés, ils ont attaqué sur Belfort. Et quand on les a suivis, on s'est battu. Alors moi, je me suis fort peu battu, parce que je faisais de la liaison. Et comme il n'y avait pas ni radio ni rien, mon boulot consistait à aller porter des ordres, demander des nouvelles, enfin, etc., dans des conditions qui étaient éventuellement dans les Vosges en pleine nuit, alors qu'on était en point d'appui fermé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où étaient les Allemands, enfin, où étaient, c'était assez... bon, c'était pas mal. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la guerre? Ah non, donc il y a eu une première bataille autour de Mulhouse, parce que les Français avaient pris Mulhouse, mais les Allemands essayaient de les couper, de revenir jusqu'à la frontière suisse, donc de couper la division qui était à Mulhouse, et nous on a contre-attaqué dans le dos des Allemands, enfin, etc. Puis après il y a la bataille de Colmar, dans les cités des mines de potasse. Et au printemps, c'est là que j'ai fait la connaissance du vin d'Alsace. On a de là à monter un truc un camp d'entraînement à Roufac. Là, donc entre Colmar et Mulhouse, il y avait un asile de fous. Hein. On l'a transformé en camp d'entraînement, en école de cadre. Alors c'était l'idée générale était que il fallait faire l'amalgame, il fallait en particulier que les officiers venus de la résistance puissent... alors ils avaient souvent il y avait conflit entre les uns et les autres, les gens venus de la résistance, etc., qui s'étaient attribués des grades, enfin qui s'étaient bien. Alors les gens de l'active ou les gens qui venaient d'Afrique, ils ne pouvaient pas les voir. Alors Delattre a décidé que tout le monde passerait par ce machin et que on verrait qui était capable de quoi, d'une part, et d'autre part que jusqu'au grade de commandant au moins, colonel non, jusqu'au grade de commandant au moins, il fallait suivre la troupe, enfin suivre la précéder, mais en tout cas il fallait faire n'importe quoi qu'elle fasse. Alors c'était les méthodes qui avaient été mises au point par les Anglais en particulier sur l'entraînement comment dirais-je, en particulier avec tir réel. Enfin, c'est le genre où on montait, où il fallait sauter d'un mur avec son sac sur le dos et son fusil à la main, enfin, etc. Ou ramper sous un grillage avec une mitrailleuse qui tirait pour de vrai à 15 cm au-dessus du grillage. Enfin, des choses qui présentaient quelques risques. Et alors on a été pris comme... nous, on était... Quand on est là, alors, pendant 2 mois au moins, il est passé... Alors, les gens qui venaient, c'était en général des officiers. Hein, c'était les officiers qu'on faisait marner. Alors, nous, on était le bataillon d'instruction, c'est-à-dire qu'on était censé montrer aux autres ce qu'il fallait faire. C'était des choses assez... Alors, on passait devant. Alors, moi, je l'ai fait un peu, et puis j'ai été dispensé, j'ai pris mon groupe de liaison, et j'ai entraîné mes 4 ou 5 bons hommes à moi à faire de la liaison dans les bois, à faire toutes sortes de choses. Et on était dans un village de vignerons, et c'était vraiment le paradis sur Terre. En particulier, on était dans une famille, on avait mis le QG de la compagnie, donc moi j'étais à ce moment-là, on
le groupe de liaison était lié au capitaine de la compagnie, puisque c'était son affaire, des gens directement à lui. Et on logeait dans chez des vignerons. Tous les soirs, on buvait un petit coup. Enfin, c'était pas mal. Et puis on est parti de là on est monté en Allemagne. On a passé la frontière et on a passé. La dernière offensive, on a passé le Rhin et on a terminé la guerre quelque part vers le lac de Constance. Je suis resté. Alors après l'armistice, il y a eu un épisode assez extraordinaire. Il y avait la guerre contre le Japon continuait. Donc un beau matin, mais je n'étais pas là, j'étais en pleine mission, qui m'a sans doute sauvé la vie. L'ambassadeur américain, ou l'ancien ambassadeur américain qui s'intéressait à des raisons, il était un peu le parrain. Et il est arrivé et proposé aux gens qui le voulaient pour la durée de la guerre contre le Japon. Bon, alors c'était assez attractif, il signifiait quand même qu'il fallait y aller. Ça signifiait qu'on savait que le Japon était plus très fort. Il y avait une chance, au moins sur deux, du côté du Japon quand la guerre serait finie. Et puis ça signifiait quand même pratiquement faire le tour du monde, quoi. Bon. Alors il y a quand même un paquet, une centaine d'hommes sur 500 qui sont. Et quand je suis revenu, en 18, c'est base. Ces 100-là sont partis. Et puis on nous a dit, alors on a signé